Dans cette dernière partie du module routage et acheminement, nous allons voir comment construire un plan d'adressage, c'est-à-dire comment organiser différents sous-réseaux logiques et donner des adresses IP aux différentes machines en fonction du réseau logique auquel elles appartiennent. Et nous verrons également quelques commandes de base pour assurer un minimum d'administration réseau et identifier, par exemple, l'endroit où on aura un problème. Nous verrons également comment sont structurées les parties PCI des protocoles IPv4 et IPv6. La construction d'un plan d'adressage permet de définir différents sous-réseaux dans lesquels on mettra différentes machines. Pour cela, il faut d'abord identifier les groupes logiques de machines, donc savoir de combien de sous-réseaux différents on doit disposer. Il faut également noter que lorsqu'on va avoir plusieurs routeurs, il faudra aussi penser au nécessaire sous-réseau d'interconnexion pour interconnecter justement ces routeurs. La définition du plan d'adressage repose donc sur l'identification des différentes zones et l'évaluation de la taille de chacune d'elles. Pour cela, on va affecter les machines aux différentes zones. On peut soit travailler avec un nombre fixe de machines, soit intégrer également ce qu'on appelle des RFU, c'est-à-dire des réserves pour usage futur, Reserve for Future Use. En règle générale, on conservera une marge de 30% d'adresses IP supplémentaires, ce qui donnera une certaine validité au plan d'adressage. On peut également, de temps en temps, dire qu'on aura seulement 10, 15 ou 20% d'adresses IP supplémentaires, voire faire un plan d'adressage au plus juste sans laisser a priori d'adresses IP supplémentaires. Une fois qu'on connaît le nombre de machines à affecter dans chaque zone, il va falloir qu'on détermine la taille de ces différentes zones. Pour cela, on va réutiliser les équations qu'on avait vues pour la construction d'une adresse réseau ou l'extraction d'une adresse réseau à partir d'une adresse IP. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser au nombre de bits à laisser à 0 dans le masque. On va donc chercher un nombre n de bits à laisser à 0, tel que 2 puissance n, soit supérieur strictement au nombre de machines ou nombre d'adresses IP plus 2. Une fois qu'on a évalué la taille, il faut aussi positionner ces différentes zones les unes par rapport aux autres. On peut voir l'espace d'adressage comme une grande droite qui commence à la première adresse disponible et qui se terminera donc à la fin de l'espace d'adressage qui vous est alloué. On va placer les différentes zones les unes à côté des autres pour éviter d'avoir des incohérences et surtout de travailler en utilisant au maximum l'espace qui nous est alloué. On va éviter de laisser des trous et on va classer les zones par taille décroissante. Donc en fait, on va d'abord positionner les zones les plus grandes, puis ensuite on mettra les zones les plus petites. Ainsi, la première zone débutera à la première adresse IP disponible, c'est-à-dire la première adresse réseau qu'on nous a donnée. La zone suivante, elle débutera, elle aura comme adresse réseau l'adresse réseau qu'on nous avait donnée initialement, plus la taille de ce sous-réseau, donc qui s'exprime en 2 puissance n, si j'ai laissé n bits à 0 dans le masque. Et je vais aller ainsi de suite construire toutes mes zones en disant que l'adresse réseau de la zone que je place en xème position, c'est l'adresse réseau de base, plus la taille de tous les sous-réseaux jusqu'à x-1 que j'aurais placé avant cette zone. Alors, pour définir le masque d'une zone, il faut définir le nombre de machines qui doivent être présentes dans la zone, que nous appellerons par exemple petit x, mais il faut aussi prévoir qu'il faudra une adresse IP pour le routeur et que 2 adresses ne seront pas utilisables puisqu'il s'agit de l'adresse réseau et de l'adresse de diffusion. Donc, pour savoir combien de bits je dois laisser à 0, je vais chercher le nombre n de bits à laisser à 0, tel que 2 puissance n soit strictement supérieur au nombre de machines que je veux mettre dans cette zone, plus 2. Je dis strictement supérieur parce que de la sorte, je vais bien disposer de l'adresse IP pour mon routeur. Ou on peut dire aussi que 2 puissance n doit être supérieur et égal au nombre d'adresses IP, au nombre de machines, donc d'adresses IP des machines, plus 3, et à ce moment-là, je garde une adresse pour le routeur. Quand vous définissez un masque, il faut vérifier que votre masque respecte bien les règles de syntaxe de base du masque, c'est-à-dire qu'on a une suite ininterrompue de 1 suivie d'une suite ininterrompue de 0. Ainsi, dans un octet, toutes les valeurs numériques ne seront pas
possible pour un masque, puisqu'il faudra dire que soit on n'a aucun bit à 0, auquel cas c'est la valeur 255, soit on aura quelques bits à 0, mais ces bits à 0 doivent être positionnés dans la partie poids faible. Donc vous avez différentes valeurs possibles pour un octet, de 0 à 255, donc 0 quand j'ai les 8 bits à 0. Quand j'ai 1 bit à 1, eh bien ce sera 128. Quand j'ai 2 bits à 1, ce sera 192. 3 bits à 1, 224. 4 bits à 1, 240. 5 bits à 1, 248. 6 bits à 1, 252. 7 bits à 1, 254. 8 bits à 1, 255. Donc soyez très vigilants quand vous définissez vos masques pour bien calculer vos différentes valeurs. Et attention, une zone peut se retrouver à cheval sur 2 octets. Donc on aura toujours l'octet de poids faible qui passera automatiquement à 0 et l'octet de poids fort qui aura un certain nombre de bits que l'on laissera à 0. Le protocole IP donc, permet de gérer l'acheminement des informations, mais il n'offre aucune fonction qui permette de travailler au niveau de l'administration, contrairement à ce qui était le cas pour les protocoles de niveau réseau définis par les opérateurs. Donc, de manière complémentaire, un service appelé ICMP, Internet Control Message Protocol, a été défini pour pouvoir échanger les trames de service entre routeurs ou entre routeurs et hôtes du réseau. On appellera un hôte une machine banalisée. Le service ICMP comporte une douzaine de types de messages qui sont mis dans des paquets IP. On parlera alors d'une encapsulation dans les paquets IP. Ce protocole reste néanmoins positionné au niveau 3, c'est-à-dire qu'il va être aussi disponible pour les machines qui font office de routeur. On va trouver plusieurs messages de service, comme une destination inaccessible. On va trouver une fonction d'horodatage, et donc une fonction qui va permettre de dire que le temps est dépassé, qu'il y a des paramètres illégaux, qu'on va devoir faire des redirections si le routage était incorrect. On va demander l'écho, ce que nous avons vu pour réaliser le ping par exemple, donc le redatage, et puis avoir des réponses qui soient aussi estampillées. On pourra également avoir une fonction qui va permettre de brider une source qui pourrait être jugée trop bavarde et donc avoir un minimum de gestion de qualité de service. Il faut noter que le protocole ICMP, ces services ICMP, ont été remplacés par la fonction Neighbor Discovery dans le protocole IPv6 qui lui a été défini avec un plus gros niveau de maturité, c'est-à-dire en intégrant d'emblée les fonctions liées à l'administration réseau. Comme nous l'avons vu, plusieurs fonctions de base sont utilisées pour faire de l'administration réseau dans IPv4. Construite à partir de l'écho d'ICMP, la fonction de ping permet de faire un test du réseau, c'est-à-dire qu'on va envoyer un message estampillé à une adresse IP destinataire. Le destinataire devra également répondre avec un message estampillé, ce qui permettra de calculer le délai qu'on peut mettre raisonnablement pour joindre ce destinataire et puis savoir si ce destinataire peut répondre. Alors, cette première fonction est assez intéressante à utiliser. Elle va permettre donc de savoir si un destinataire est vivant ou pas. Toutefois, le ping sert souvent de vecteur d'attaque, c'est-à-dire que si je veux faire une attaque de type déni de service, qu'on va appeler le deny of service, le DOS, eh bien, il va suffire, entre guillemets, de créer des scripts qui vont faire ce qu'on appelle un ping de la mort, c'est-à-dire avoir plusieurs machines qui vont renvoyer en continu des pings sur une machine, la victime de cette attaque. La machine victime va alors devoir répondre à ces demandes d'écho et va monopoliser sa ressource réseau pour répondre à ces demandes d'écho, rendant donc impossible tout travail sur cette machine. On va aussi utiliser ping, je dirais d'une manière un peu intuitive, quand quelqu'un va vouloir trouver l'adresse IP d'une machine. Si vous faites un ping sur un nom, l'interface va obligatoirement devoir chercher l'adresse IP, donc fera une invocation au DNS et vous affichera l'adresse IP à laquelle on va envoyer l'écho. Donc ça permet aussi de pouvoir trouver aisément une adresse IP à partir du nom d'une machine, tout au moins le trouver aisément pour un humain. Alors, sur ces fonctions de management de réseau de base, une machine est-elle vivante? Je peux envoyer un ping sur cette machine, bien sûr, à condition d'avoir l'accès au DNS pour trouver son adresse IP. Je peux aussi utiliser les fonctions d'écho d'une manière un peu différente.
avec la fonction de trace-route qui va me permettre d'identifier tous les nœuds intermédiaires, c'est-à-dire qui va me dire par où j'entre et comment je vais naviguer dans le réseau. Donc, à partir d'un trace-route, on va envoyer un écho et puis on revient en arrière, on dit qui a renvoyé l'écho et puis on va reprocéder de proche en proche pour atteindre le destinataire. Toutefois, comme je l'ai dit tout à l'heure, de nombreuses attaques de déni de service passent par le protocole ICMP, donc très souvent ces fonctions peuvent être bloquées pour des raisons de sécurité. Enfin, dernier point, le protocole IP suppose qu'on fasse un routage qui semble efficace. Il n'y a aucune raison pour que l'aller et le retour passent par les mêmes machines. Donc, lorsque vous avez à faire le trajet entre une machine A et une machine B, vous allez connaître les adresses IP des machines par lesquelles vous allez rentrer pour atteindre la machine B. Les adresses de sortie de ces machines, vous ne les connaissez pas, a priori. Donc, on pourrait imaginer de se placer sur la machine B, de faire l'opération inverse pour joindre la machine A. Mais il faut se rappeler que le protocole IP n'est pas forcément symétrique au niveau du routage. Donc, il faut accepter que quand on essaye de reconnaître un réseau, on puisse ignorer des adresses IP. Revenons maintenant brièvement sur la composition des PCI des différentes trames. Ceci est très utile, par exemple, lorsque vous allez mettre en place des sniffers de paquets, c'est-à-dire des logiciels qui vont capturer des paquets et qui vont vous les analyser. La trame IPv4 a une en-tête d'au moins 20 octets. On va trouver la version du protocole IP, 4 pour ce qui nous concerne. On va trouver également le service qu'on veut utiliser, l'adresse IP source, l'adresse IP destination, éventuellement des options. Et on va aussi avoir des informations sur la durée de vie et la longueur totale qu'on va vouloir utiliser. Le type de service va être mis en œuvre pour travailler à très gros grains la qualité de service. Enfin, on peut noter que le contrôle d'entête se trouve au milieu de la PCI, c'est-à-dire qu'on va avoir un contrôle seulement sur ce qui intéresse IP, c'est-à-dire ces précieuses données. Donc, parmi ces structures, la version, la longueur de la PCI en mot de 32 bits, donc on aura éventuellement du bourrage, et puis le service vitesse et fiabilité, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez plutôt privilégier la vitesse? Est-ce que c'est plutôt le contrôle de la fiabilité? Le numéro du datagramme, et puis on aura des informations pour savoir si on a segmenté ou pas segmenté. La durée de vie en secondes est souvent remplacée par le nombre de sauts et on indiquera également dans le champ protocole si on veut travailler avec du TCP ou avec de l'UDP. Voilà. Alors, dans IPv6, l'entête obligatoire et simplifiée, en fait, elle comporte quand même une quarantaine d'octets, mais on va améliorer surtout le routage et on aura aussi des éléments optionnels au niveau de l'entête, puisque aujourd'hui, on va se dire seulement si on a des choses qui doivent être examinées par tous les nœuds ou seulement à la fin. On pourra faire du routage à partir de la source et éventuellement lister un ou plusieurs nœuds intermédiaires et utiliser une information pour le routage en retour. On fera éventuellement du chaînage et on ajoute également d'autres fonctions nativement dans IPv6 comme la description du chiffrement qui pourrait être utilisé pour protéger des données, alors que dans IPv4, on va utiliser des protocoles complémentaires comme IPsec par exemple, ou on sera amené à utiliser du chiffrement de niveau applicatif avec le protocole SSL. Mais on aura aussi des fonctions qui sont destinées à supporter l'authentification et l'intégrité des messages. Authentification veut dire de savoir précisément avec quel nœud on travaille et si ce nœud est bien celui qu'il déclare être. Donc, on va trouver des entêtes beaucoup plus complexes avec éventuellement un extender sélecteur sur une entête optionnelle et on aura ainsi tous ces éléments-là. On trouve bien une identification de flux qui permettra de repérer le cheminement par lequel on doit passer, un nombre limite de sauts pour atteindre le destinataire, l'adresse source et l'adresse destinataire.